On peut donc passer aux affiches de la semaine. On a 2-3 matchs dont on voulait discuter évidemment aujourd'hui. Et je peux te lancer le premier dont tu voulais parler, c'était le Dallas-Sacramento. Ouais, le Dallas-Sacramento de mardi, si je ne dis pas de bêtises, entre deux équipes qui sont plutôt proches au classement, dans un classement qui en plus est très serré. Et donc, c'est pas, y a des enjeux, quoi. Il y a éviter le play-in. Notamment et il y a même potentiellement, c'est même jusqu'au Clippers, c'est assez serré. Donc il y avait un vrai enjeu à ce match. C'était un des rares matchs où il y avait de l'enjeu. Et bon, la première chose à dire, c'est quand même que Dallas l'emporte sur un shot-making à 3 points absolument incroyable. Ils sont à 55% à 3 points. Ils font un troisième quart-temps où ils ratent plus un tir. Donc ça, c'est vrai, c'est factuel. C'est pas forcément le plus intéressant, je pense, à étudier. Ce qui est assez intéressant, je trouve, et là où je suis peut-être en train un peu de changer d'avis sur Dallas, c'est que défensivement, il y a des principes en place qui ont été assez intéressants tout le match, notamment d'être, d'avoir des aides très tôt dans la possession. Donc en gros les principes, c'est beaucoup de switch. On essaye d'éviter quand même de switcher avec Daniel Gafford. On joue grand, c'est-à-dire que constamment il y a deux parmi Maxi Kleber, Daniel Gafford, PJ Washington et Derek Lively qui sont sur le terrain, donc ça te permet d'avoir énormément de taille. Et on essaye d'être très très présent au cercle pour dissuader, et même au-delà du cercle, on les voit aussi faire beaucoup de stunts, c'est-à-dire des aides, on va dire des petites aides pour contester le drive de certains. Et c'était assez intéressant à voir en fait, parce que Dallas encaisse que 26% de tirs au panier, et c'est un peu une dynamique, je trouve, nouvelle, où ils sont capables parfois de le faire. Contre Utah, là j'ai pas vu le match, mais c'était 21%, et j'avais aussi notamment le match contre OKC il y a quelques jours, semaines, qui était très très intéressant pour le coup, que j'ai vu, où on retrouve un peu ces principes, et où ils sont à 19% de tirs encaissés au panier. Et donc ça, c'est je pense, la première chose à noter, et du côté de Dallas. Et maintenant, l'autre chose la question que je me pose, c'est à quel point c'est aussi permis par l'adversité. C'est-à-dire, Sacramento a pas forcément un spacing en fait si optimal que ça. Notamment, il y a des séquences avec Sabonis, Keon Ellis, Davion Mitchell et j'en oublie un qui sont sur le terrain et qui sont pas forcément des énormes shooters, en tout cas pas très respectés. Et donc, tu peux être très agressif avec des stunts, des aides au panier, etc., sans te faire trop punir. Et donc ça, c'est la question que je me pose un peu avec cette défense. C'est à quel point c'est ça. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est que forcément, tu as quand même des limites structurelles. C'est-à-dire que si tu switches beaucoup et que tu essayes d'aider au panier, il y a des moments où en gros, ton low man, c'est Kyrie Irving ou c'est Luka Doncic. Et il a beau faire les rotations, enfin surtout Kyrie Irving, j'ai 2-3 séquences où c'est Kyrie Irving ou Tim Hardaway Jr., et où en fait il a beau faire les rotations, le rollman il arrive lancé et c'est panier. Donc voilà, c'était un peu un point intéressant sur Dallas que je voulais faire, que j'ai noté sur ces dernières semaines, et qui, je trouve, a été un principe qui a été appliqué parfois, notamment t'en avais parlé je crois sur le match contre Phoenix, où ils avaient fait ça pas mal à Noël. Ouais, c'est ça. Et je trouve ce qui est quand même intéressant, c'est que ces systèmes sont beaucoup plus efficaces quand même avec la présence de Daniel Gafford aussi. Donc voilà, je trouve que la défense est quand même mieux en place. Oui, je pense que on l'avait déjà vu contre Phoenix, et je pense que c'est aussi alors accentué. Moi, j'ai pas vu Dallas d'aussi près depuis 2 semaines, mais c'est aussi la parade facile contre les Kings en fait. Et j'en avais parlé quand j'ai parlé de pourquoi est-ce que les Kings, qui étaient l'an dernier la première attaque de NBA, ils sont que dans la moyenne cette année à peu près. C'est qu'il y a une adaptation très facile des schémas adverses cette saison, je trouve, qui est que
ben, t'as pas des scoreurs implacables. C'est surtout le mouvement, c'est les dribble and off, c'est les cuts, etc. qui créent les points. Et notamment, la différence avec l'an dernier, c'est les tirs au panier. Ben, qu'est-ce que font les équipes cette année, en sachant qu'il va y avoir des cuts et des dribble and off et ce genre de lecture? Ben, elles viennent très tôt dans la raquette et elles bouchent l'espace, quoi. Et c'est la grande différence entre les Kings de l'an dernier et les Kings de cette année, c'est qu'ils vont beaucoup moins fréquemment au panier et ça fait moins de tirs faciles. Et là, comme tu dis, en plus, quand tu as des schémas qui sont appliqués de cette manière, mais en plus avec un Gafford qui a toujours ses problèmes de faute, mais bon, on peut pas lui enlever, hein, mais si on lui enlève ses problèmes de faute, pour moi, on est Ouais. pas loin d'être un all defense, quoi. Dans le potentiel, voire même déjà un peu, je trouve qu'on a j'ai toujours adoré sa technique défensive, moi, le bon placement, le bon angle, la question du timing aussi, je trouve qu'il est assez fabuleux. Essayez de regarder pas mal de contres de Gafford, vous allez voir que il décolle pour monter au contre, pile au moment où l'adversaire aussi décolle pour son lay-up. C'est assez fascinant, et puis en plus, avec cette technique, il y a des mensurations physiques qui sont extraordinaires. Donc ouais, t'as un côté mur au panier qui fait que, ben ouais, alors les Kings ont aussi d'autres problèmes, mais une fois que tu coupes un peu le côté je peux aller au panier sur des cuts, ou je peux aller sur panier sur des drives faciles, sur des dribble and off et autres, bah ça tourne moins bien, quoi, parce que t'as pas ce côté où bon, ben l'accès est fermé, on reset, on refait une autre action, ou alors on doit passer par un scoreur qui doit créer à partir de rien ou de manière plus frontale et malgré une adversité. T'as pas ça à Sacramento, donc ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, et comme on a dit en plus tout à l'heure, ils ont perdu Kevin Huerter en plus au niveau spacing, donc fin de saison un peu morose côté Kings, qui actuellement ils sont 8e au moment où on parle. Ça pourrait être éliminé en play-in, malheureusement, quoi. Ouais, oui, mais c'est marrant parce que du coup, le premier truc que j'ai noté sur mes notes, c'est j'ai noté marrant, boucher la raquette, podcast de Guillaume. J'ai noté ça parce que oui, alors c'était vraiment là pour le coup comme tu l'as dit, c'est une faiblesse de Sacramento, et en plus c'est un peu un schéma préférentiel de Dallas, donc il y avait un peu tout pour que ça se passe pas très bien pour cette attaque. Et qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais rajouter? Et ben moi j'avais juste une autre note sur les Kings depuis 2-3 semaines, c'est que c'est malheureux, hein, mais les équipes ont aussi très très bien compris quelle était la défense des Kings. Et notamment le côté, Sabonis, tu vas le faire sortir haut, et tu vas essayer de créer un 2 contre 1 sur le ballon, sur les pick and roll, pour forcer la balle à aller ailleurs. Parce que comme ça, il se fait pas attaquer frontalement sur un drop, ou il doit pas gérer le pick and roll, juste tu mets 2 sur le ballon, comme ça le ballon il va ailleurs, quoi. Et sauf que le problème, c'est qu'il y a un niveau de talent pur et de compétence derrière qui n'est pas assez bon, quoi. Et il y a des choix qui sont faits d'être il y a une construction d'effectifs déjà qui est très orientée sur l'attaque. Et l'an dernier, oui, super, ça marchait. Mais c'est vrai que cette année, ça marche moins bien. Mais en plus, tu dois te taper des profils défensifs qui n'ont pas cette capacité à gérer le fameux 3 contre 4 derrière, quoi. Quand t'as 2 sur le ballon avec Sabonis qui monte haut, t'as 3 contre 4 derrière. Et sauf que la squad des Kings, tu vois, des Malik Monk, des Kevin Huerter, ou des joueurs comme ça, et même des bons défenseurs on-ball, hein, genre David Mitchell. Bon, sur tout ce qui est protection en deuxième rideau, au panier, c'est un peu plus compliqué. Et donc voilà, tu as affaire aussi à une escouade qui, défensivement, dans cette gestion du 3 contre 4, elle est mauvaise, en fait. Elle est très simplement très mauvaise, quoi. Et on est à des années-lumière, par exemple, de ce qui peut se faire à Denver depuis des années. La profondeur défensive de rotation off-ball pour protéger Jokic dans les mêmes schémas. Donc ouais, je me faisais la réflexion parce que surtout en début de match, vous regardez les Kings en début de match, et en général là que les coachs mettent leur système qu'ils ont préparé en avance, quoi, les coachs adverses, je veux dire. Et souvent, très souvent, vous allez voir sur les 5-6 premières possessions, en fait c'est des coachs qui déroulent des systèmes où on sait que la pression va venir, et on a un quadrillage. Je crois que c'est les Knicks qui ont fait ça il y a pas longtemps, il y a une semaine et demie, de faire genre on fait un pick and roll, mais en fait il y a un renversement de suite, et juste pour aller exploiter le fameux surnombre, quoi. Donc regardez les débuts de match des Kings, il y a souvent ça, des systèmes qui savent que ça va être comme ça, et qui sont faits là pour faire tourner la balle et pour exploiter ce surnombre. Donc Sacramento, ça redescend malheureusement. L'attaque est un peu morose et la défense pas top, quoi. Ouais, et justement c'est ça que je voulais rajouter, mais c'était aussi un truc un peu pas nouveau, mais c'est la défense de Sabonis, mais aussi l'attaque, je trouve, sur ce match est très compliquée. C'est-à-dire que
Dallas a vraiment fait un peu une golden state, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Derek Lively ou Daniel Gafford, sur les pick and roll, bon, bah, c'était... on faisait du drop, mais pour enfermer complètement Fox. C'est-à-dire qu'on délaissait complètement Sabonis, sauf qu'il y avait encore une early help au panier, et donc on se retrouvait presque à défendre à 3 les drives de Fox, et Sabonis et on laissait complètement le côté flotteur et court mi-distance à Sabonis. Et ça, là-dessus, ça a été un peu tout le pari, voire même 3 points de Dallas, et qui a été aussi un peu tout le pari des Warriors, comme dit. Et en fait, Sabonis c'est pas nouveau, mais il a été aussi en difficulté sur ce match, parce que bon, sur l'ensemble d'une saison, c'est encore différent d'un match. Sur certains matchs, ça peut, on va dire, il peut être en réussite. Et là, il a pas été en réussite, donc voilà, match très compliqué de Sabonis, j'ai trouvé aussi. Oui, parce que tu nous disais, les Mavericks ont été en réussite à 3 points, sur chauffe, etc. Bon. C'est quoi? C'est 116-85 le score final. Donc c'est pas juste, ça se joue pas à 5 points, 5 ou 6 points sur une méga réussite à 3 points. Il y a quand même un écart assez conséquent dans le jeu aussi que tu as constaté. Quoi. En fait, je trouve sur la première mi-temps, tu le sens un peu. Je crois qu'il y a un premier écart qui se crée. Et en fait, sur le troisième quart-temps, quand il y a un peu ce côté réussite avec tout qui rentre dedans, là c'est on va dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Mais je trouve que sur la première mi-temps aussi, Dallas a dominé tactiquement le match. Ouais. Et l'attaque de Dallas d'ailleurs, au-delà de la défense des Kings, mais comment tu trouves un peu le duo, parce qu'il me semble qu'en ce moment le duo Irving Luka Doncic, ça carbure pas mal aussi. Ouais, moi, c'est toujours des micro-séquences, mais que j'adore, c'est quand, en fait, on ramène Kyrie en tant que poseur d'écran, et donc, c'est assez... Ou Luka pour Kyrie, des jeux à deux, c'est toujours assez intéressant à voir, mais justement, je trouve que le fait d'avoir ces nouvelles line-up aussi, et notamment le 5 majeur, je suis pas forcément fan, parce que le spacing est vraiment, pour le coup, pas optimal, avec Gafford, PJ Washington et Derrick Jones Jr. Qui est revenu, ça y est, qui est revenu dans le qui est revenu, et voilà. Et donc ça, cette line-up qui a et pour le coup, c'est aussi là où Dallas n'arrive pas à se détacher, je trouve, sur le début de match. C'est-à-dire que défensivement, ils font un très bon match, une très bonne première mi-temps, mais offensivement, en fait, la défense de Sacramento que tu as bien décrit, elle est pas tant punie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de shot-making, en fait. Il n'y a pas beaucoup de shot-making, on laisse Derrick Jones Jr. dans le corner, et donc, en fait, on a un 3 contre 2, mais le 3 contre 2 à jouer, le surnombre, c'est à jouer avec Derrick Jones Jr. dans le corner, donc c'est presque un 2 contre 2, en fait. Et oui, donc, j'ai quelques craintes, on va dire. Alors, j'aurais jamais cru dire ça au début de saison, mais sur le spacing, finalement, de ces nouveaux Mavs, on va dire. Ouais. Non, mais effectivement, de toute façon, j'ai l'impression, je commence un peu à jeter l'éponge sur le côté. On va arriver à connaître la rotation des Mavs, en fait. Ouais. Parce que, bon, Jason Kidd aime bien changer, apparemment. Tu vois, par exemple, j'aurais parié que Derek Lively resterait le pivot titulaire, en fait. Vu qu'il faisait des trucs assez bien. Et pourtant, j'aime beaucoup Gafford. Hein. Mais là, Gafford est donc titulaire. Derrick Jones est revenu. Dans le 5 de départ, après être redescendu dans la hiérarchie. Maxi Kleber, là je vois qu'il a joué que 10 minutes à peine, alors que il y a 3 semaines c'était redevenu le Maxi Kleber dominant, à 30 minutes par match, gros temps de jeu, des performances exceptionnelles contre, c'était qui, c'est les Lakers ou Clippers, je sais plus qui, il a fait des gros matchs. Voilà, je pense que les rotations vont bouger tout le temps, côté Dallas. D'ailleurs, pas de Josh Green, qui est blessé quelques temps en ce moment, mais qui lui aussi pourrait aider sur le spacing. Et après, moi, la question que j'ai en vue des playoffs, je suis pas sûr qu'on parle beaucoup de Dallas d'ici les playoffs, et le play-in, c'est la défense, en fait. C'est vraiment la défense pour moi, parce que je pense que l'attaque, tu peux arriver à bricoler de toute façon avec ces deux-là, et même avec du spacing qui est pas parfait, mais tu peux faire des trucs. Mais c'est vrai que mon inquiétude, moi, ça reste le point central, le point pivot, comme on dit plutôt, ce serait la défense. Mais on suivra ça. Ils sont combien Dallas actuellement, que je ne dis pas de bêtises? Ils pourraient être dans les top 6, carrément.
Ils sont 6e actuellement. Ils pourraient même être... ils sont pas si loin du top 4, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement, ils sont à 2 matchs de retard contre les Clippers, donc qui sont 4e. Donc ouais, ils pourraient même s'inviter dans la série 4-5, effectivement. Alors qu'on les voyait en play-in il n'y a pas longtemps. Mais voilà pour le Mavericks contre Kings. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.